Bonjour et merci d'être venu à ce 3e ou 4e atelier de la matinée. Droit à l'image, dépasser les préjugés et surmonter les contraintes. Donc obtenir le droit de s'installer dans un lieu pour y tourner, c'est bien. Plein d'informations au salon des tournages pour savoir à qui on s'adresse. Mais en plus de ces autorisations de tournage, d'autres autorisations peuvent être nécessaires. Ça dépend du contexte de prise de vue et de ce qui va apparaître à l'image, que ce soit une œuvre architecturale ou dans le décor, un œuvre de design, une peinture, une sculpture. Donc quelle autorisation demander, quand, à qui, pourquoi, à quel prix? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités que je remercie d'être venus ce matin. Donc Fabrice Gilbert, directeur de production et membre de l'association des directeurs de production, Myriam Racalambic d'Immédiat Clearance et Pierre Kéfélan, chef décorateur et membre de l'ADC. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par des questions tout simplement sur droit à l'image. Donc ça concerne droit d'auteur, mais c'est aussi droit à l'image des personnes. Qu'est-ce que ça donne quand on doit tourner sur, par exemple, une personnalité? C'est le droit au respect à la vie privée. Est-ce que ça s'applique pour des tournages de fiction qui concernent la vie de personnalités publiques? Qui se lance? Vas-y. Bonjour à tous. Alors effectivement, la règle générale, la règle de base, c'est que toute personne reconnaissable qui est filmée et qui apparaît dans un projet, qu'elle soit anonyme ou qu'elle soit célèbre au sens, pas juridique, mais au sens français du terme, doit avoir signé une autorisation et avoir donné son autorisation. En droit français, la seule limite et la seule exception, c'est que le droit à l'image des personnes s'éteint au décès de la personne. Ça veut dire que si la personne est de nationalité française, et tant qu'il n'y a pas d'atteinte à sa mémoire ou d'atteinte particulière à son honneur, on n'a plus d'autorisation à demander pour montrer une personne décédée dans un film ou une série. Donc une affiche de film, par exemple, qui serait dans un décor de café ou de bar avec Yves Montand qui serait visible, ça ne nécessite pas de demander d'autorisation, sauf si, en plus du droit, et ce qui peut venir surplomber le droit, mais qui n'a rien à voir, sauf accord particulier de la boîte de production, par exemple, ou du réalisateur avec certains ayants droit. On peut voir, par exemple, que de temps en temps, certaines boîtes de production ont des liens avec les anciennes épouses, avec les enfants, et se sont engagés moralement à ce que certaines autorisations ne puissent pas être données sans leur accord, mais dans ce cas-là, vous serez toujours prévenu en amont. Et c'est vraiment très rare par rapport à la règle générale qui fait qu'une personne vivante doit automatiquement en principe avoir donné son accord et une personne décédée n'a plus de droit à l'image. En sachant que le tournage, c'est aussi une appréciation au cas par cas et une certaine notion des réalités. Et je pense notamment aux personnalités très publiques. Quand on a des photos avec des personnes extrêmement connues, un portrait du pape ou d'un président de la République, très souvent, on va se demander s'il n'y a pas un décalage trop important avec le fait pour une toute petite apparition qui à aucun moment remet l'image de la personne en question, qui est pris dans le cadre de ses fonctions par exemple. De temps en temps, on va se dire effectivement pour cette apparition extrêmement furtive, il n'y a pas forcément lieu d'aller déranger tout un service presse pour poser la question. Et ça va être vraiment des arbitrages qui sont faits en lien avec les producteurs et les personnes sur qui les risques pèsent. Je ne sais pas si... Là, tu parlais d'affiches, et donc du coup, qui peut être en elle-même une œuvre. Donc là, on bascule plutôt sur le droit d'auteur. Quels éléments du décor peuvent être soumis à autorisation des auteurs, de l'artiste? Là, je pense que vous trois, vous avez été confrontés à ces questions-là. Je parle vraiment de tout ce qui est mode de design, de sculpture, d'œuvres picturales et de bâtiments des architectes. Bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a une trentaine d'années, moi, quand j'ai commencé ce métier, on ne se posait absolument pas ces questions. Et parfois, il est indispensable, je prends un exemple idiot, quand on fait une chambre de jeunes, de mettre des affiches de groupes, de musiciens, de chanteurs, et on se posait absolument pas la question. On mettait les affiches qui nous semblaient justes par rapport au personnage et ce qu'elles devaient dégager dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est devenu un problème. C'est-à-dire que maintenant, on s'auto-censure et on
est très inquiet à chaque fois de se dire est-ce qu'on peut mettre telle image ou telle autre. Et ce qui nous amène à souvent fabriquer des fausses affiches, ce que moi je supporte pas, parce que on a des groupes de noms, de gens, de personnages inventés qui sont là placardés sur les murs, et ça perd tout son sens. Même si l'affiche est très bien faite et très belle, ça perd son sens. Ouais, et c'est pour ça que Myriam est là et que elle entreprend les démarches pour qu'on puisse y arriver, parce que c'est compliqué. Par exemple, on met une affiche des Rolling Stones, il faut le droit du groupe, il faut le droit du photographe qui a pris la photo, de la production, enfin c'est plein d'intervenants qui doivent donner leur autorisation. Donc c'est assez compliqué, ça prend du temps, et au tout début c'était un peu nous, ou la production qui gérait ces problèmes, jusqu'à ce que des sociétés comme Immédiate arrivent et commencent à prendre les choses en main, parce que c'était pas à nous de le faire. Et c'est vrai que c'est une contrainte, et c'est assez agaçant quand même. C'est vraiment l'apparition de la clearance des droits, de cette nécessité de clearer les droits. Qu'est-ce que ça veut dire, clearer les droits? On a l'impression de rentrer dans un état très procédurier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 30 ans, on ne se posait pas cette question. Alors, effectivement, on peut comprendre s'il y a injure ou dégradation de l'image, c'est tout à fait compréhensible, mais si elle est juste là pour venir raconter un personnage, venir habiter un décor, je comprends pas, quoi. Je comprends pas ces droits qui n'existaient pas, qui sont là maintenant. Mais bon, on est obligé de faire avec. Et voilà, c'est assez perturbant pour nous à la déco et contraignant. C'est contraignant au stade de la préparation et de la conception. Oui. Du coup, l'intervention de spécialistes comme du coup, nous, ça arrive à quel moment? C'est sur initiative de vous, l'équipe déco? Tout à fait. Nous, on liste un peu ce qu'on aimerait voir à l'image. On se retourne vers Myriam qui prend toute cette liste et qui nous dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et ça s'organise un peu comme ça aujourd'hui. Myriam, tu peux nous dire un peu plus comment vous fonctionnez, et puis on passera à Fabrice. Parce que pour le coup, le fait qu'on existe, on est totalement conscient de ces enjeux, et c'est justement la raison d'être de notre arrivée. C'est-à-dire que c'est pas devenu un enfer parce qu'on est là, on est là parce que c'est devenu un enfer. Et c'est vrai que pour nous, dans l'idéal, effectivement, aujourd'hui, il y a une conception du droit d'auteur qui a un peu changé, mais aussi une conception de degré de sécurité juridique dans les livraisons internationales, et un accès aux films et aux séries qui est devenu tellement plus facile, qu'on doit aussi raisonner en termes de probabilité que les ayants droit s'en rendent compte. En fait, les règles, elles ont vraiment toujours existé, sauf qu'effectivement, le monde était moins fou, les gens voyaient moins les œuvres, donc il y avait moins cette probabilité de se dire, mais en fait, cette œuvre, j'en suis l'auteur, mais c'est vrai que le droit d'auteur n'a pas changé depuis vraiment toutes ces années. L'idée, c'est que pour nous, il n'y a rien de pire que d'imaginer qu'un chef déco ou qu'une équipe déco doit modifier des choses, doit retirer des choses et doit créer des éléments si jamais il souhaite utiliser des références. Quand il y a effectivement un poster des Stones ou de David Bowie dans une chambre d'adolescents, ça dit quelque chose, et en un regard, ça place dans une réalité, dans un contexte, et nous, toute notre raison d'être, c'est de réussir à se dire, voilà ce que dit le droit, l'auteur de cette photo, la personne qui est représentée ont un droit sur cette photo, on souhaite l'utiliser, on souhaite tout sauf avoir une impossibilité, ou, ce qui équivaut à une impossibilité, un accord, mais à un prix qui ne nous permet pas de l'utiliser. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de faire de cette situation qui est extrêmement complexe, parce que là on parle de choses qui sont apportées par les équipes, et on ne parle pas de l'œuvre de street art qu'on n'arrive pas à éviter parce que le cadrage donne sur une œuvre, la Tour Eiffel, une sculpture dans un arrondissement de Paris, ou un bâtiment à la Défense, ou dans toute autre ville de France. Il y a beaucoup de buildings à Marseille aussi protégés par la DAGP, donc ça peut s'appliquer vraiment dans tout type de situation. Et je sais que les équipes, que ce soit direction de production ou régie déco, de temps en temps on me dit, mais j'ai l'impression que quand le caméraman me dit on va changer l'angle de caméra, tout à coup ça palpite, j'ai ok, qu'est-ce qu'on va voir qui va être un problème. Donc c'est justement pour faire en sorte
que toute cette réalité qui a vraiment toujours existé, mais sur laquelle aujourd'hui les producteurs et les distributeurs sont de plus en plus intransigeants, faire en sorte que finalement elles ne deviennent pas tant que ça un problème pour les tournages et que ce soit vraiment anticipé en amont pour qu'on évite à tout prix de faire passer le juridique avant l'artistique. Qu'est-ce qui se passe si une personne n'a pas donné l'artiste n'a pas donné son autorisation, découvre sur une plateforme, à la télé, au cinéma, son œuvre à l'image associée à un film qu'il n'aime pas ou il n'a pas voulu tout simplement, qu'il n'aurait pas du tout accepté l'utilisation de son œuvre, qu'est-ce qui se passe s'il attaque qui? Il attaque le réalisateur, le producteur, le distributeur, la chaîne? Alors, en fait, si effectivement une telle chose se produit, juridiquement parlant, la personne et l'auteur a entre les mains un pouvoir qui, en France, à l'international aussi, mais en France en particulier, est extrêmement étendu. C'est une contrefaçon. Donc en droit, quand on utilise une œuvre sans autorisation, c'est une contrefaçon, c'est la définition. Et c'est vrai que le droit d'auteur en France est extrêmement puissant et protecteur. Il y a une vraie philosophie de l'auteur qui a des droits sur son œuvre. Et puis quand c'est vrai, on se retrouve avec une société de production qui a un rapport assez commercial, qui sort une comédie, qui fait un nombre d'entrées important, et un auteur qui vide ses œuvres et qui en vide de manière un peu compliquée, on sait qu'il y a une différence dans le rapport qui fait qu'en droit français, on est plutôt dans une situation périlleuse quand on est du côté de la production. Légalement, dans les textes, le pouvoir est assez énorme, donc on se dit au pire, l'auteur qui s'aperçoit de ça va pouvoir demander ce qu'il veut et on attend de savoir quelle est la teneur de la demande. Le pire du pire du pire qui puisse arriver, c'est une demande d'interdiction d'exploitation. Alors vraiment, pour que ça aille jusque-là, avec tous les enjeux économiques qui sont liés, il faut vraiment que l'œuvre soit une partie tellement importante du film ou de la série. On est quand même rarement dans ces considérations. Mais c'est vrai qu'en général, ça va passer aussi par de la discussion, par des explications. On a un humain ou des humains en face de soi, donc on peut aussi, avec nos mots, nos explications, dire ce qui s'est passé, expliquer pourquoi. Toutes les utilisations qui ne sont pas autorisées n'ont pas le même degré de gravité aux yeux d'un ayant droit. Si une galerie nous a donné une autorisation, si un patron de café a signé de bonne foi une autorisation, étant sûr qu'il détenait les droits sur des images parce qu'elles lui appartenaient, parce qu'il y a souvent cette confusion sur la propriété et les droits d'auteur, on peut aussi expliquer à un ayant droit, voilà ce qui s'est passé, on était absolument persuadé que c'était bien inclus, donc on peut aussi tomber sur quelqu'un qui comprend, qui va simplement travailler pour les prochaines séries par la suite, etc. Mais très souvent, il va y avoir une transaction financière, donc une demande d'avoir une compensation financière qui va être la première étape avant effectivement que ça parte en litige. Mais si jamais il y a un souhait de mettre cette affaire devant le juge, encore une fois, il faut que ça soit proportionnel, il ne faut pas que ce soit il faut pas que ce soit vraiment extrêmement... C'est vraiment l'équilibre des droits de chacun, en fait. Le droit de la création du film et le droit d'auteur. Exactement. Cette compensation financière, elle est due au titre du droit d'auteur, de la partie droit patrimonial du droit d'auteur, c'est ça? C'est ça, et il peut y avoir, en fonction des utilisations, une demande au titre du droit moral également. Oui. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, on est quand même, et heureusement, dans un rapport toujours... très humain dans un premier temps. Ça veut dire que effectivement et heureusement dans la plupart des cas, même si quand on croise des producteurs, des directeurs de production, on a toujours ces anecdotes un peu horribles où on me dit là je viens d'être contacté par une maison d'édition, par une maison de disques. Il y a quand même toujours en principe ce moment où on vous contacte en disant voilà ce qui s'est passé. Il faut juste savoir, et c'est aussi l'enjeu du fait d'intervenir en amont, que s'adresser à quelqu'un avant ou après, c'est vraiment le jour et la nuit. Et on n'a pas affaire aux mêmes personnes, on n'a pas affaire aux mêmes réactions. Il y a quelque chose vraiment d'épidermique quand on touche à l'œuvre d'un auteur, ce qui se comprend parce que c'est vraiment ce dont la plupart des auteurs vivent. Et dans un monde où on a l'impression qu'on prend tout sans payer n'importe comment, qu'il y a un peu cette image de la piraterie, très souvent on se rend compte que quand les choses ne sont pas bien faites, notamment quand on parle de grosses structures et quand on représente des grosses productions ou des grosses plateformes de séries, c'est compliqué de se justifier sur le fait qu'il y a eu un raté, qu'on n'a pas...
parce que c'est dur à expliquer qu'un tournage, c'est 200 personnes autour d'une caméra, de l'effervescence, des nuits très courtes, des journées très longues, et qu'il peut se passer de temps en temps un raté sur les 650 éléments qui ont été mis au décor pendant 12 semaines. Merci. Fabrice. Bonjour. Je pense qu'il faut... Tout a été à peu près dit sur l'utilité, effectivement, le côté exponentiel du travail sur les droits d'auteur, mais tout dépend aussi du budget du film. Donc effectivement, lorsqu'on travaille sur un film avec un très gros budget, une très grosse comédie, qui a une vocation internationale, ou une série qui a une vocation à être vendue à l'international, il y a vraiment un travail qui est fait de manière très précise, en amont, parce qu'aussi on a les moyens de le faire. Ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Voilà. À moi, en tout cas, je ne pensais pas. Voilà. Donc sur les très gros films, c'est assez facile, c'est facile. Non, mais on peut plus facilement en amont avoir un environnement 100% contrôlé, où on va travailler des décors que l'on va fabriquer, où chaque élément de décor va être choisi avec soin, de manière à le clearer en amont, avec les équipes déco, avec les accessoiristes, avec les ensembliers, parce que ça va au-delà des éléments visuels, ça peut être aussi le mobilier, et le mobilier est souvent extrêmement pointu, et une source d'erreur et une source d'oubli absolument faramineux. Moi j'ai un exemple sur le palais de la Porte Dorée, il n'y a pas moins de 8 ayants droit différents sur le palais de la Porte Dorée. Les fresques à l'entrée, les statues à l'entrée, les fers forgés et un autre pour les fers forgés des fenêtres. Donc à un moment il faut négocier et à chaque fois il faut payer, donc ça va être 500, 600 € à chaque fois. Donc lorsqu'on est sur un film un petit peu fragile, un film en annexe 3 ou un film hors annexe, parce que de nos jours les films en annexe 3 et les hors annexe sont quand même la majorité de la production cinématographique, on a difficilement, et qu'on doit réduire les coûts de fabrication, on doit aussi privilégier d'autres dépenses. C'est vrai que faire appel à vos services peut avoir, à un moment, on se pose véritablement la question de est-ce que c'est un coût dont on peut se passer. Et effectivement, quand on est sur des films fragiles, il est difficile de pouvoir anticiper toutes ces choses. Et souvent, beaucoup de boîtes de production sont obligées de le faire en interne, avec des stagiaires, avec des assistants, avec le directeur de production et le secrétaire de production, pour pouvoir faire ce travail. Donc c'est vrai que de plus en plus, on essaye aussi de construire, de travailler les photos, de travailler les visuels, de faire des fausses coupures de presse, de manière à éviter les prises de risques. Voilà. Vous avez déjà renoncé à un lieu ou à un décor à cause des droits d'auteur ? Ah, bien évidemment, on renonce très régulièrement à des pièces de mobilier, on renonce très régulièrement à des éléments de décoration tels que des affiches ou des pochettes de disques. Ce sont souvent des choses extrêmement compliquées qui ont de nombreux ayants droit, la maison de disques, le photographe, le label, l'éditeur, l'artiste sur la pochette. Donc c'est des choses très très compliquées. Donc oui, des éléments de décor, des monuments historiques. Alors on va y venir. Là on a vraiment parlé des œuvres architecturales, de mobilier, on est vraiment sur la notion de droit d'auteur. Donc c'est tout ce qui est œuvre avec un caractère original, et le droit dure pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Tout ce qui est beaucoup plus ancien n'est pas couvert par le droit d'auteur. Voilà. Pour les monuments historiques, on est depuis peu sur une chose un peu particulière. Normalement, il n'y a pas de droit image. Pour tourner là, par exemple, ici, au Parc Floral, il n'y a pas de droit image à payer au Parc Floral. Il y a une autorisation de tournage à demander, mais il n'y aura pas de droit image. Par contre, si on tourne, par exemple, au château de Chambord ou au palais d'Angers, on est sur le domaine national qui est listé par un décret depuis 2 ans et qui bénéficie là d'un droit image. Il y a vraiment une maîtrise de l'image du domaine national de l'État dans l'utilisation par des productions. Et là, il y a en plus d'autorisation de tournage et droit image. Mais c'est une liste très fermée sur les monuments historiques qui concerne l'Élysée, le Louvre, le palais d'Angers, Chambord et 3 ou 4 autres sites. Mais pour tous les autres monuments historiques, normalement, il n'y a pas de droit image. Des autorisations de tournage, mais pas de droit image. On n'a pas de droit à l'image, mais pour les tournages de nuit, par contre, voilà. Tournage de nuit parce que l'éclairage. Parce que l'éclairage, c'est une œuvre artistique de création, et la personne qui l'a créée demande du droit à l'image. La tour Eiffel qui scintille, par exemple, c'est l'exemple le plus connu et le plus
lucide. Et le plus coûteux. Et ce qui est drôle, et je reprends juste parce que souvent on parle de la tour Eiffel qui scintille. Si jamais vous êtes amené à avoir le cas, il faut savoir que c'est aussi quand elle ne scintille pas et qu'elle est juste éclairée la nuit. Et, bonus, quand elle est entièrement éteinte mais que le phare tourne. Voilà, même tarif. Comme voilà. ça, c'est vraiment l'installation lumineuse a un caractère original et ça confère aux personnes qui ont travaillé là-dessus des droits d'auteur et c'est géré par la tour Eiffel elle-même. Après, je crois vraiment, à ma connaissance, il y a assez peu de pièges de ce type entre jour et nuit. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question, c'est une autre œuvre à part entière. Juste concernant les programmes de flux, est-ce qu'on est avec le même type de problématique ? Absolument. En fait, très souvent, on se rend compte que par rapport au droit, il y a quand même des tarifications et des grilles qui vont changer en fonction du type de projet. Donc en programme de flux, si c'est des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, etc. Mais ce qui va vraiment, vraiment déterminer légalement les choses, ça va être l'étendue des droits. Ça veut dire qu'à partir du moment où un programme de flux va nécessiter, malgré tout, d'avoir des droits qui sont mondes, qui sont illimités, parce qu'il peut y avoir des rediffusions, des sessions, des ventes, etc., on va souvent être sur les mêmes types de droits. Et au niveau du flux, il y a simplement pour l'information immédiate qu'il y a des choses un peu différentes. Quand on est sur l'exception d'information immédiate, donc un JT qui parle de quelque chose qui a pu se passer dans les rues et on montre, ou dans une exposition, dans un musée, à partir du moment où on est dans l'information immédiate, c'est une exception au droit d'auteur et ces droits d'auteur ne s'appliquent pas. Oui, il y a information pédagogique, donc par exemple un cours d'histoire de l'art à l'université, et puis comment ? Alors parodie, pastiche, mais il y a toujours des critères, mais c'est tout à fait le cas. Et le droit de courtisation, mais qui malheureusement, contrairement aux idées reçues, ne s'applique pas dans les films et les séries. Éventuellement sur un documentaire qui est extrêmement critique et à charge sur un thème particulier, mais en général, dans les films et les séries, il n'y a aucune de ces exceptions au droit d'auteur qui s'applique. Nous, à un moment, on s'est posé la question si quand on traite une information immédiate au sein d'une fiction, on est sur l'exception d'information immédiate et en fait, c'est pas le cas. J'ai une petite question pour revenir à la Tour Eiffel. Si c'est un plan large de la ville, que la Tour Eiffel est accessoire, c'est-à-dire c'est pas un gros plan sur la Tour Eiffel, est-ce qu'on est soumis au même droit ? Alors, ça va permettre. En fait, ça va permettre un vrai levier de négociation. On appelle ça effectivement le panorama quand c'est visible dans le panorama. Oui, ce sont traditionnellement pas les interlocuteurs avec lesquels c'est le plus facile d'en discuter. Par exemple, une institution comme la DAGP, elle va en général ne pas réclamer des droits sur des bâtiments. Donc je pense à des bâtiments de la Défense, par exemple, qui seraient protégés par des architectes membres de la DAGP. Souvent, nos contacts, quand on est vraiment sur un panorama très large et que les immeubles sont peu visibles, ils vont nous confirmer que les droits ne sont pas payables. Sur la Tour Eiffel, c'est très rare. On va simplement, en général, réussir à mieux négocier. Mais c'est... En tout cas, à ce jour, j'ai pas eu connaissance de plans suffisamment larges pour qu'ils acceptent une annulation des droits, que ça passe par nous ou par les prods en direct. L'exception de panorama n'existe que pour les images à titre privé. Donc, quand on est dans le domaine de la production cinéma audiovisuel ou flux, on n'est pas dans l'usage familial et l'exception de panorama n'existe pas. C'est-à-dire qu'un plan large de Paris, oui. Il y a des centaines de droits. En fait, il y a du pragmatisme. Oui, et puis c'est vraiment très rare. La Tour Eiffel, c'est très 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 particulier. Et l'argument qui est avancé, souvent ça va pas tant être la taille ou la visibilité, ça va être l'inutilité entre guillemets dans le plan. C'est que eux souvent vont réussir à dire oui mais quelque part elle raconte quelque chose, on voit qu'on est à Paris, c'est un plan large certes, mais ça veut dire quelque chose. Alors que c'est vrai que sur les bâtiments, ils sont dans le panorama, ils n'ont aucune utilité, ils sont dans le champ parce qu'on est bien embêté qu'ils soient dans le champ. Donc souvent ça va être plutôt l'argument de elle est visible parce qu'on a fait un plan de Paris, personne ne le voulait, ça aurait presque arrangé tout le monde que ça soit pas le cas. Ça arrive, elle disparaît beaucoup en post-production, la Tour Eiffel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soit elle disparaît, soit elle se fait éteindre. Oui, elle se fait beaucoup éteindre aussi. Souvent elle est... Et alors, l'éteindre rend les droits complètement gratuits. Par contre, on ne peut pas changer les éclairages. Je sais que pour avoir entendu déjà le cas, le fait de créer des faux éclairages en post-production, ça nécessitait de payer les droits d'auteur quand même. Je suis pas sûre qu'un avocat devant un juge réussisse à défendre ça, mais j'avais pas envie de me lancer. C'est vrai qu'on n'a pas de jurisprudence là-dessus. C'est pas arrivé jusqu'aux tribunaux, mais ça serait un cas pratique assez intéressant.
On a parlé de droit d'auteur, droit des marques, qu'est-ce qui se passe aussi là-dessus? Est-ce que c'est des choses aussi à clearer quand une marque apparaît à l'image? C'est un peu la même logique. Si je parle trop, hein. Mais là c'est un peu juridique, alors je me sens pousser des ailes. Les marques, c'est beaucoup plus détendu, beaucoup plus facile. En fait, le droit d'auteur, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très fort en droit français. Le droit des marques, c'est beaucoup plus souple dans les films et les séries parce qu'on est en dehors de la vie des affaires. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un monde concurrentiel, on n'est pas sur un marché concurrentiel. C'est sûr et certain qu'il va falloir faire extrêmement attention à ne pas nuire à l'image de marque ou à ne pas faire des choses qui peuvent être considérées comme négatives ou dénigrantes. Mais par contre, vraiment, aujourd'hui, la jurisprudence, elle a retenu des critères extrêmement clairs et assez larges malgré tout, qui vont faire que dans les films et les séries, on a une liberté qui est extrêmement forte par rapport aux marques, aux logos, aux produits, une table de petit déjeuner, une salle de bain avec des produits, un supermarché avec des rayons. Il y a vraiment... Enfin voilà, je ne sais pas si c'est intéressant de rentrer dans ces critères, même si ça va vite, mais si vous voulez, enfin je ne serai pas loin si vous avez la question. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus souple. Notre problématique ensuite au niveau des marques, c'est qu'on va essayer aussi de travailler avec des sociétés de placement de produits. Donc on a des marques qui vont nous donner de l'argent de manière à être présentes dans le film à un moment donné. Donc si on tourne des séquences dans la rue de personnes qui discutent, qui dialoguent, qui se promènent, et qu'on a un dialogue avec une marque qui est concurrente de celle qui nous a donné de l'argent, on va se retrouver avec des conflits et des difficultés ensuite à se faire payer par le placement de produits. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur les plateaux, donc ça force à avoir une présence du directeur de production ou que l'assistant mise en scène garde ça en tête, chose qu'il ne garde généralement pas en tête, bien évidemment, parce qu'il a autre chose à faire, bien évidemment. Donc de manière à s'assurer qu'on ne va pas avoir devant une marque de café vendue dans la rue un dialogue ou une séquence trop visible, alors que c'est le concurrent qui va nous donner de l'argent pour avoir le mug à la main. Donc ça demande une vigilance et un travail supplémentaire parce qu'on essaye de soigner le plus possible nos placements de produits qui deviennent évidemment, surtout pour des films toujours fragiles, puisque les films à gros budget, ça reste toujours beaucoup plus facile, c'est juste une question d'argent. Pour les films un petit peu fragiles, ça reste véritablement des leviers qui sont extrêmement importants à maîtriser. Ça représente quelle part dans le budget, ces histoires de droits? Ça dépend des projets. Ça dépend des projets, ça dépend de l'intérêt du projet. Il n'y a pas de chiffre. Ça peut aller de quelques dizaines de milliers d'euros, mais à un moment, lorsque le placement de produit passe par des vêtements, par exemple, et donc notre comédien est habillé, ou notre comédienne est habillée avec une marque, si à un moment il y a des scènes de rue où une marque concurrente devient trop visible, on noie le message et on brouille complètement la finalité. Donc ça tient du détail et c'est très subjectif, puisque la vision qu'une marque a d'elle-même et de sa place dans un film, on ne sait pas non plus qui pour eux est le concurrent direct et ce qui va devenir compliqué ou pas. En déco, c'est flagrant. Et nous ne sommes pas capables, en tant que même directeur de production, à un moment, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on n'a pas on n'est pas dans le business de chacune des marques qui va nous suivre sur un film. D'ailleurs, ces placements de produits nous amènent à nous retrouver avec du champagne Lazzarine et des pots de confiture au bon moment, toujours systématiquement. Et l'eau cristalline. Et l'eau cristalline. Et quand on fait partie de ce métier, qu'on voit des films avec l'eau cristalline, le champagne Lazzarine, c'est un peu triste. Mais voilà, on fait avec. Non, pour le rassurer et pour tous nous rassurer avec l'eau cristalline, qu'on a tous, ils ont la générosité en fait de nous fournir les bouteilles d'eau, pas simplement pour l'écran, mais aussi pour donner à boire à l'équipe pendant 5, 6, 7, 8, 9 semaines. Donc ça fait une source de dépenses non négligeable, surtout qu'ils livrent l'eau, donc c'est en plus pratique. Mais comme nous essayons tous maintenant d'avoir une démarche écologique, nous allons donc tous plus en plus supprimer les bouteilles d'eau sur les tournages au profit d'autres solutions. Donc nous devrions petit à petit voir disparaître les bouteilles cristallines sur les placements de produits. Donc, on va avoir de plus en plus de produits éco-responsables.
On va avoir de nouvelles sources de placement de produits éco-responsables et nous essayerons au mieux de gérer dans la déco et dans les images pour que ce soit intelligemment visible et non pas trop visible. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est pas pour les marques. Je me demandais quelle était une problématique avec les tatouages. A priori, c'est un problème aux États-Unis pour le droit à l'image. Les tatouages sont de plus en plus reconnus comme une œuvre artistique. Et Robin Matthews, une maquilleuse, qui me disait qu'il fallait soit cacher le tatouage, soit donner des droits à l'image, soit transformer le tatouage sur un certain pourcentage pour qu'il ne ressemble plus au tatouage de base, pour en faire une nouvelle œuvre. Je me demandais du coup quelle était la problématique en France, si elle était aussi grosse, aussi importante, ou si c'était pas encore assez vu comme une œuvre. Voilà. Pour moi, c'est un droit à l'image au même titre que tous les droits à l'image, à partir du moment où c'est une création qui est revendiquée par un tatoueur artiste. Vraiment, le caractère de l'originalité est vraiment le point crucial qui permet de voir est-ce qu'on bascule sur le droit d'auteur ou en fait il n'y en a pas. Exactement. On vient d'avoir un cas exactement justement. Nous, ça fait, on est toujours un peu en veille dans l'équipe parce qu'on sait que ça commence aux États-Unis puis ça tarde pas à venir chez nous. Et c'est vrai qu'il y a eu des premiers cas. Il y en a un qui a fait beaucoup de bruit sur l'affiche de Very Bad Trip par exemple. Il y a un tatouage sur le visage du comédien sur l'affiche qui était copié sur un tatouage existant. En fait, l'idée c'est qu'il faut partir du principe que le support n'a pas d'importance. Ça veut dire qu'une œuvre sur un poster, dans un musée, sur un t-shirt, sur une casquette ou tatouée sur la peau, ça a valeur d'œuvre d'art si jamais on considère, comme disait Caroline, que c'est original. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tatouages, nous, qui ne nous inquiètent pas du tout. Sur un signe infini, un dauphin, des signes un peu tribaux, il y a des choses qui ne peuvent pas être qualifiées d'œuvres d'art. On est un peu dans les mêmes différences que sur un graffiti et une œuvre de street art. Enfin, il faut vraiment se demander à quel moment le droit considère que c'est une œuvre. Et d'une manière générale, il y a quelque chose qui reste beaucoup, beaucoup plus risqué et dangereux que de montrer un vrai tatouage existant sur un comédien. C'est effectivement de reproduire un tatouage qu'une ou qu'un tatoueur a pu faire sur une personne. Et là, justement, on a eu sur un film une maquilleuse qui a refait à l'identique sur un comédien un tatouage qui existait. Et il y a eu cette question la question de la tatoueuse qui revendiquait un droit d'auteur. C'est en plus un tatouage qui n'était pas du tout l'objet d'une série, mais qui était un tatouage unique. Donc il y avait aussi l'atteinte possible pour la personne qui a gravé, tatoué sur le corps un tatouage unique, qui le voit tout à coup sur une affiche 4x3 dans le métro, sur une comédie populaire. Et il y a vraiment toutes ces questions qui rentrent en jeu. Il faut garder en tête qu'il faut quand même que le tatouage soit... Alors, on n'utilise jamais le mot beau parce que c'est très subjectif en droit d'auteur, mais que ça soit une œuvre suffisamment originale pour être considérée comme une œuvre d'art. Et surtout en cas de création, c'est évident que ce soit une nouvelle œuvre. Exactement comme quand on trafique une photo en se disant, en faisant quelques différences, j'aurai pas de droit d'auteur à payer. Après, souvent, il y a des liens très forts entre les comédiens ou les figurants avec leur tatoueur, avec la personne qui les a tatoués. C'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment des œuvres magnifiques, des dos entiers extrêmement visibles, et parfois juste avec un petit message au comédien ou à l'agent. C'est très facile d'avoir le contact de la personne qui l'a réalisé et de pouvoir dire, évidemment, pas de problème. Souvent même, c'est intéressant. Bah oui, et puis c'est le fait d'être associé, le fait d'avoir effectivement une mention, ça peut être aussi quelque chose de positif. Il y a quand même dans la philosophie, à chaque fois qu'on a contacté des tatoueurs qui avaient réalisé une œuvre, il y a quand même aussi la conception de si je refuse, il faut quand même pas exagérer, il est comédien, il vit de l'image qui est de son être, c'est compliqué de dire non. C'est autre chose pour la reproduction. Voilà. On sait qu'effectivement c'est plus facile de modifier des choses, donc on sent que les artistes sont plus à l'aise pour dire là pour reproduire un tatouage sur une personne en maquillage, il y a plus de liberté de donner un refus. Quand c'est quelqu'un qui a été tatoué par le tatoueur, c'est quand même, en tout cas jamais arrivé à ma connaissance qu'il y a un refus. Je crois que c'est même plus grave de faire une copie déformée que de reproduire le tatouage. Oui. Enfin, tout.
en général. Tout comme en déco. Quand parfois, c'est vrai, on me dit, bah là, vraiment, t'inquiète pas, j'ai un peu modifié la photo, tout va bien. Souvent, c'est en pensant bien faire et c'est presque pire. C'est vrai, ouais. Oui, l'atteinte au droit d'auteur, c'est pas juste reproduire sans l'autorisation de l'auteur, c'est aussi déformer son œuvre. Et c'est là, en plus, on attaque vraiment la création de quelqu'un et ça coûte plus cher en dédommagement. Tu voulais rajouter quelque chose? J'avais eu une question en fait, mais je l'ai oubliée entre-temps, donc c'est pas de chance du tout, ça va revenir. Non, nous ce qu'on fait de plus en plus aussi, c'est qu'on garde une part de budget en post-production en se disant qu'on aura forcément des choses à effacer ensuite. Donc ça marche sur des plans fixes, ça marche sur des choses qu'on arrive à flouter lorsqu'on passe simplement dessus, mais malheureusement ça reste une habitude maintenant de mettre un peu d'argent. Sinon, effectivement, faire appel à vous. J'essaie toujours de relativiser par rapport à des films plus humbles et plus budget, mais faire appel à vous à des moments spécifiques, puisqu'on peut faire appel à vous en préparation, pendant le tournage ou après. Et on fait beaucoup de minuscules. Exactement, avec des interventions très précises. Un quart de journée ou sur une œuvre ou sur un décor ponctuel sur lequel on sait qu'on va avoir des problèmes lorsqu'on est par exemple dans un restaurant ou lorsqu'on est chez un particulier qui a des œuvres d'art ou qui a du mobilier particulier et qu'on va pas, si on est chez lui, c'est pour utiliser son décor, c'est pas pour enlever l'intégralité des meubles, pour en remettre d'autres. Donc effectivement, c'est des interventions très ponctuelles qui sont extrêmement pratiques pour nous, de manière à essayer de limiter le coût tout en se protégeant au maximum. Et puis parfois, c'est vrai que dans l'économie dans laquelle on est, parce qu'on se rend compte, nous, en étant au cœur de ces questions, que l'enjeu du prix des droits est vraiment crucial. De temps en temps, moi j'ai des équipes qui me disent on ne va pas vous prendre pour que vous obteniez les droits, on va vous prendre pour que vous checkiez le décor et que vous nous disiez s'il y a des choses à enlever. Voilà, parce que l'arbitrage sera peut-être pas de payer les droits, mais plutôt de changer de stratégie ou en post-prod faire ce qu'il y a à faire. Exactement, sur des choses toujours qui ne tiennent pas forcément à cœur, qui ne racontent pas forcément des choses. Ça peut être des fauteuils dans un café ou des chaises dans un café. Ça ne change strictement rien si jamais elles sont toutes retirées et louées parce que c'est un designer qui les a faites et que ça n'aurait aucun sens au niveau du projet de payer 200 fois une chaise protégée. Enfin voilà, c'est plutôt effectivement sur des choses sur lesquelles il n'y a pas tant d'enjeux artistiques que ça et sur lesquelles on doit simplement se dire ce serait dommage de choisir cette banquette alors qu'il n'y a pas spécialement de coup de cœur de personne et d'apprendre par la suite qu'elle va nous coûter beaucoup plus cher qu'un décor sur lequel on a refusé des choses qui tenaient à cœur à tout le monde. Ça vaut le coup d'anticiper, d'identifier le risque pour pouvoir après faire les arbitrages et de rationaliser les coûts. J'ai retrouvé ma question. Je me demandais si, avec le contrat qu'on signe avec le comédien ou la comédienne, est-ce qu'on peut le responsabiliser sur le fait qu'il soit en possession des droits sur ces tatouages et qu'à partir du moment où ils viennent en étant libres de droit finalement. Alors, en fait, on peut l'écrire, tout comme quand on tourne chez un particulier, on peut noter qui confirme que tout est inclus. L'ennui, c'est qu'en cas de problème, si jamais on imaginait le pire, si jamais il y avait un litige et si on était amené à devoir payer des sommes à un auteur, en général, un particulier ne sera pas redevable de ces sommes. Et même si c'est reconnu que c'est sa responsabilité et qu'il a signé, c'est en général la boîte de production qui sera amenée à payer. Donc après, encore une fois, il faut toujours se dire que quand un litige a lieu, oui, c'est le droit qui s'applique, mais c'est un humain qui va observer le dossier, qui va observer la question. Et là, lui, dans son jugement, il ne va pas se dire c'est des producteurs qui sont vraiment au courant de ça contre un comédien qui a jamais rien demandé. Ils vont se dire quand même, le comédien, il a signé une clause, la production a pris la peine de se protéger, de prendre des précautions et de faire signer cette clause. Donc, ça peut quand même atténuer la décision qui sera prise. Ou alors se dire, franchement, c'est gonflé de faire ça parce qu'ils savent très bien que... Donc ça peut... Est-ce que si finalement, à chaque fois qu'on se fait tatouer, on fait signer une cession de droits patrimoniaux, est-ce que ce serait pas la solution? Bon, ça doublerait le prix des tatouages, mais comme ça, un comédien qui tourne énormément, c'est une chose
Enfin, je pense que ça n'a jamais eu. Oui, Et ce serait peut-être la solution, en fait, finalement. En fait, ça peut complètement à un moment faire partie, tout comme aujourd'hui, quand un journaliste publie, c'est aussi inclus sur les droits Internet, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. La difficulté, c'est que normalement, en droit, on n'a pas le droit de faire des sessions futures, mais par contre, c'est vrai qu'on peut totalement, pour moi en tout cas, et tu m'arrêteras si je me trompe, mais pour moi, de la même manière que quand un journaliste publie un article aujourd'hui ou qu'un auteur de BD est d'accord pour qu'il y ait aussi une publication, pas seulement papier, mais sur des plateformes digitales et numériques, je pense qu'on peut prévoir au moment où c'est fait que finalement ça implique session dans le cadre d'un métier, par exemple. Il faudrait simplement que ça soit prévu au départ. Mais très sincèrement, je pense que dans le cadre d'un comédien qui joue avec ses tatouages et qui est amené à les montrer, il y a de toute façon très certainement un accord implicite et tacite qui peut être fait, même si c'est assez... ouais. En vrai, il y a peu d'enjeux là actuellement sur les thèmes. Mais c'est encore, en fait, c'est juste que jusqu'à présent, nous, on considérait que c'était très lointain et très américain. Et le fait qu'il n'y a pas longtemps, il se soit passé effectivement ce cas et qu'on ait eu cette discussion, on s'est dit, voilà, c'est beaucoup de cas par cas. C'est vraiment le contexte, des prises de vue, comment l'ampleur du film, son genre. Voilà, c'est aussi s'associer à un autre univers aussi artistique. Et le droit d'auteur, c'est aussi le droit moral, c'est de bien vouloir être associé à un autre univers. Exactement. J'en profite, je pose des questions, mais j'espère qu'elles sont aussi utiles pour tout le monde et pas que pour moi, sinon je les aurais posées par téléphone à un autre moment. Mais lorsqu'on fait appel à un artiste pour créer des œuvres d'art, photos, peintures, dessins qui vont apparaître dans un film, donc on le rémunère comme artiste et on lui paye des droits d'auteur pour les œuvres qui vont passer et qu'on va utiliser dans le film. Est-ce que c'est la même chose pour un tatouage? Si jamais on demande à une tatoueuse temporaire, faire un tatouage temporaire, que ce soit la chef maquilleuse ou un tatoueur qui nous ferait un design, est-ce qu'il faut aussi lui payer un droit d'auteur pour ce travail fait sur le corps de notre comédien? Ou est-ce que c'est un travail de maquilleuse finalement et on ne paye pas un maquilleur des droits d'auteur pour maquiller une comédienne, un comédien, même si c'est un maquillage d'effets spéciaux par exemple et qui est une création? Tout ce qui est créé au sein des équipes du film, donc que ce soit au sein de la déco, des peintres, un tatoueur qui serait embauché sur le film pour faire ses œuvres, tout est implicitement inclus et ce qui crée pour le projet appartient au film et les droits sont cédés. C'est toujours bien d'avoir une clause dans les contrats pour que ce soit écrit noir sur blanc, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un paiement de droit d'auteur en plus, c'est inclus dans l'offre de collaboration. Exactement. Et quand il y a un contrat de commande dans le cadre d'une intervention, ça c'est vraiment la négociation. Il se peut tout à fait qu'il y ait une commande auprès d'un tatoueur ou d'une tatoueuse pour réaliser des choses pour un projet, et ça va être en fonction de la demande, tout comme quand il y a des œuvres qui sont louées dans des galeries, il n'y a pas toujours un prix pour des droits d'auteur, et c'est simplement un montant de la location qui va totalement inclure l'autorisation de faire apparaître, avec parfois donc, le prix de la location, des assurances et une session de droit gratuite qui accompagne cette location. Donc c'est vraiment en fonction de ce que chacun demande. Si elle fait partie de l'équipe ou s'il fait partie de l'équipe, c'est de toute façon inclus et il n'y a pas de droit à payer complémentaire, avec toujours mieux quand c'est écrit, parce que ce qui est écrit ne laisse pas de la place à l'interprétation. Et quand c'est une commande en particulier, il faut simplement le spécifier, et ça peut totalement être gratuit et venir s'inscrire logiquement dans la commande. D'autres questions? J'aurais juste voulu savoir si pour le mobilier urbain, il y avait des droits d'auteur aussi pour l'architecture. Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui référence un peu les réverbères, les bancs, quelque chose dans Paris ou autre? Savoir à quel endroit on doit payer des droits d'auteur, tout ça. Alors, pardon. Je tendrais à penser qu'on revient encore sur le caractère original et la reconnaissance d'œuvres de ce mobilier urbain. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique, même si c'est des choses récentes. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment qu'avec l'expérience qu'on peut avoir certaines certitudes. À ce jour, et pour vraiment s'être renseigné sur énormément de mobilier différents, il n'y a jamais personne qui nous a demandé des droits sur le mobilier urbain.
En général, c'est suffisamment ancien pour ne plus être protégé et on a eu plein de cas sur lesquels on s'est rendu compte que ça l'était toujours. Par exemple, les chaises très emblématiques du Jardin des Tuileries et du Luxembourg. En fait, on a vu que c'était une réédition qui avait été faite et redesignée. Si je dis pas de bêtises, c'est dans les années 20, mais du coup par un designer qui est pas décédé depuis plus de 70 ans. Et quand on a contacté effectivement la société qui l'avait faite et le designer, c'est bien évidemment, c'est entièrement libre de les filmer et c'est complètement gratuit. Mais sur le principe, comme ce sont des œuvres et que c'est un designer derrière, la question se posait quand même. On n'est pas à l'abri un jour de tomber sur quelque chose vraiment... On l'avait pas vu, on l'avait pas eu, on n'y a pas pensé. Aujourd'hui, tout ce qui, après nos recherches, a fait l'objet d'une rénovation et qui aurait pu être protégé à nouveau, on n'a jamais eu de demande. Il y a quand même quelque chose d'assez logique dans l'idée que ça reste... on n'est pas comme une statue, comme une sculpture qui a vraiment été mise... on t'en parlait tout à l'heure sur une esplanade ou devant le palais du Trocadéro, il y a aussi encore des statues protégées. Le mobilier urbain, c'est quand même... vraiment, ça m'étonnerait. On n'est pas à l'abri, on arrive encore à être surprise après tout ce temps, mais en tout cas jusqu'à présent. C'est très public. C'est pour le public. Enfin, oui, c'est fait pour être sur le domaine public et au vu de tous. Donc on est encore à peu près préservé de ça. On est tous vigilants sur la non-appropriation de ce qu'on voit sur le domaine public de manière abusive en fait. Donc on est vraiment très, très vigilants sur le respect du droit d'auteur et des artistes. Après, s'il y a des tentatives, je dirais, d'appropriation, oui, ou d'appropriation. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Très souvent, on se rend compte que ce sont des choses qui sont anciennes. Quand on pense aux édicules Guimard qui sont à la sortie des métros, quand on est sur des choses qui aujourd'hui ne sont plus protégées. Et quand il y a eu des rééditions, c'est vraiment jamais arrivé qu'on nous demande des choses. Après, j'ai pas un exemple en tête d'autres villes dans lesquelles ça aurait pu être possiblement des œuvres protégées. Je sais qu'à Barcelone, par exemple, où Gaudi a fait beaucoup de mobilier, en fait, c'est encore différent parce que l'Espagne et l'Angleterre et beaucoup d'autres pays dans le monde et en Europe ont ce qu'on appelle la liberté de panorama. On rêverait d'avoir en France, mais qui n'est pas en train d'arriver, et qui fait que quand c'est l'espace public, il n'y a pas de droit à payer. C'est pas le cas chez nous. En termes de droit à l'image de personnes, sur des bons larges de foule ou sur des petits projets qui ont des figurants qui travaillent gratuitement, qu'en est-il? En fait, la règle, c'est qu'une personne est reconnaissable ou non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'elle est reconnaissable, il faut avoir une autorisation. Ça ne veut pas dire qu'elle soit payante. Si quelqu'un fait de la figuration gratuitement, ça peut vraiment être une autorisation même très informelle qui est donnée à l'écrit. Ça peut être simplement pouvoir prouver que vous avez prévenu les personnes dans l'espace, donc avec des affiches, avec une annonce au micro, avec des petits papiers. Si vous arrivez à montrer que les gens étaient au courant et qu'ils sont restés sciemment, ça peut tenir lieu d'autorisation. Après, vraiment, le critère pour savoir si c'est autorisé ou non de montrer des personnes, c'est est-ce qu'elles sont reconnaissables. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de temps en temps, avec un tout petit effet en post-production, il ne s'agit pas de flouter grossièrement, il ne s'agit pas de rajouter un bandeau sur les yeux, mais de temps en temps, à l'étalonnage, une petite ombre sur une partie d'un visage, ça rend la personne complètement non reconnaissable, ou sur un mouvement, un flou un tout petit peu plus appuyé, ça nous permet de sortir du cadre. Mais le critère, c'est reconnaissable ou non. Il y a une question plan de foule. Les gens peuvent être reconnaissables, ils sont très très nombreux. Mais le fait d'être très nombreux, tous regroupés dans le cadre d'un plan, ça ne permet pas d'utiliser ce plan. Normalement, ça va ensemble. C'est que plus il y a de personnes, moins chacun est reconnaissable, plus ils sont petits. Si la scène passe vite, on se dit qu'il y a même en mettant pause pas de possibilité d'être reconnu. Normalement, ça va de pair. Mais si on voit énormément de gens, et que d'une manière ou d'une autre, il y a une ou plusieurs personnes reconnaissables, normalement, juridiquement, c'est pas autorisé. Parce que il y a la notion de droit à l'image et puis il y a la notion de préjudice. Ça veut dire qu'une personne attaque... ouais, je sais que en entendant comme ça et en discutant pas mal avec des producteurs ou des directeurs de production, on entend quand même beaucoup d'anecdotes où dans des salons, il y a une caméra qui se promène et des gens se reconnaissent, et à partir du moment où les gens font la remarque, ça peut... Enfin voilà. Deux questions, c'est que ça dépend aussi du support de diffusion, enfin de la diffusion, et il me semble qu'il y a une prescription d'un an seulement.
Alors là, j'avoue, C'est mon avocat je la qui connais m'a pas. démenti. Non, mais c'est une bonne. Alors, je dois admettre que la prescription, je la connais pas. C'est très possible. En fait, pour le coup, comme on parle de préjudice, quand on va invoquer le fait qu'on est visible quelque part, qu'on n'a pas donné son avis, évidemment, on va être recevable. Enfin, plus il y a de préjudice, plus notre revendication est recevable. Et plus l'étendue des droits est grande, plus le préjudice peut être important. Après, encore une fois, le risque, il est très lié à la probabilité que quelqu'un ait envie de faire ces démarches. Nous, dans l'équipe, c'est quand même un con, mais il y a des membres de l'équipe qui s'est retrouvée en énorme gros plan dans un projet d'une production alors qu'elle n'avait rien demandé, elle s'est reconnue. Bon, bah, quelqu'un de normal, de temps en temps, va faire une capture d'écran, la mettre sur Facebook, trouver ça drôle, et puis jamais aller demander quoi que ce soit. En général, d'instinct, il faut un préjudice quand... Cette notion de préjudice est vraiment importante, et la charge de la preuve du préjudice, c'est à la personne de la porter. Vraiment. Donc, et ça va dépendre de plein de paramètres. Alors, un effet de fou, juste comme ça, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de préjudice, ok, il n'a pas donné son autorisation, mais du coup, il n'est pas dédommagé. C'est la même chose si vous filmez une maison d'un particulier depuis la voie publique, vous n'avez pas demandé son autorisation, il n'y a pas de droit à image pour les propriétaires privés. Par contre, si l'utilisation de l'image de sa maison lui cause un préjudice parce que, par exemple, il envahit de touristes alors qu'il est super pénal parce que parce que ça a été filmé dans une comédie qui a cartonné, là, il a un préjudice et il pourrait demander des dédommagements. Voilà. Excusez-moi, juste rapidement, l'accord tacite, je pense qu'il a une réelle valeur juridique. Le fait de dire la caméra était en plein milieu de la rue, on était 20 personnes, est-ce que ça peut suffire parfois pour dire les gens savaient bien qu'ils étaient filmés? Alors complètement, la seule chose, ils savaient qu'ils étaient filmés, mais si jamais c'est pour une diffusion justement trop importante, ils vont pouvoir dire bah oui j'ai vu une caméra, je me doutais que j'allais passer au JT, je savais pas que je serais pendant 30 ans sur Netflix. Voilà, il peut y avoir simplement cet argument. Par contre, clairement, une caméra, une équipe, des panneaux, l'accord tacite existe. Et il faut quand même pas oublier, et c'est vrai que quand on parle des règles, il y a toujours un petit côté un petit peu anxiogène, où on se dit effectivement voilà ce qu'on peut faire et pas faire. Il faut vraiment jamais oublier qu'en bout de course, dans le pire des cas, dans la pire des situations, c'est une personne qui va trancher, et une personne qui a conscience que sa décision, c'est pas juste une décision, c'est une possible jurisprudence, et ça peut possiblement mettre toute une industrie dans une situation délicate. Et je pense au documentaire justement, puisqu'on parlait de l'étendue des droits. Les règles sont les mêmes dans un documentaire, mais bien évidemment, on ne va pas du tout avoir les mêmes rapports au droit à l'image, au droit à l'image des biens, droit à l'image des personnes, parce qu'on sait qu'il y a aussi un usage dans les projets avec des diffusions qui peuvent être moindres ou juste, pour lesquels l'essence même du documentaire, c'est de montrer la vraie vie, donc de montrer des vraies personnes. Et quand le juge ou que les personnes décisionnaires vont prendre une décision, elles vont aussi veiller à ce que leur décision, elles ne mettent pas par terre des dizaines d'années d'industrie documentaire dans lesquelles les gens vont pouvoir utiliser leurs décisions pour revendiquer des choses.